Chers auditeurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Vacher. C'est un auteur de La Vallée du Gier que je connais particulièrement depuis une dizaine d'années, donc vous ne m'en voudrez pas si je le tutoie, ça ferait étrange de vous voyer Olivier, c'est un bon ami à moi. Et Olivier est d'abord poète, mais ces dernières années, il s'est tourné vers le récit d'histoires personnelles, intimes, autobiographiques ou autofictives, et qui se situent dans les deux périodes de guerre, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le premier livre, qui s'appelait « Me reviendras-tu mon Antonin », est en rapport avec l'histoire de son aïeul, et je me demandais du coup si nous pouvions commencer par cela, Olivier, peut-être expliquer aux auditeurs pourquoi ce retour aux racines. Oui, bon, déjà, merci pour l'invitation. Bien sûr, bonjour Olivier. C'est un honneur de faire partie de RIVFM. C'est la première fois que je suis interviewé à la radio, donc je suis très, très heureux d'être en ta compagnie. Donc, pour en revenir à ce premier roman, donc Me reviendras-tu mon Antonin, je parle donc de mon arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale, où j'explique simplement les émotions d'un gamin envoyé au front à l'âge de 18 ans. Comme j'ai touché quelqu'un que j'ai connu pendant 6 ans, avec mes souvenirs d'enfance, des témoignages familiaux aussi, j'ai essayé de retranscrire fidèlement, c'est pas vraiment fidèlement, mais je voulais vraiment marquer son histoire sur ces 2 ans qu'il a passé au front, faire ressortir le maximum d'émotions, ses pensées, la vie du pauvre soldat envoyé dans cette horreur. Voilà. Et la chose qui était la plus difficile, c'était de ne pas salir la mémoire, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait pas simplement, écrire, mais pas trop et pas assez. Avoir un juste milieu, un bon équilibre, mais avec des vraies émotions, pour retransmettre ça au lecteur. Oui, une question de pudeur, tout en voulant être assez exact, mais sans du coup trahir peut-être l'émotion et le souvenir que ton ancêtre a pu du coup laisser. Il t'a parlé de la guerre, tu avais une base sur laquelle travailler, ou bien c'était un ressenti par rapport à ce qu'il en racontait? Non, donc comme la plupart des pour lui, ils n'en parlaient pas en fait. J'ai eu quelques témoignages, parce que j'ai demandé à ma grand-mère. Elle m'a raconté quelques anecdotes, mais très peu en fait. Et ma tante avait conservé des photos de famille pendant cette époque. Donc que j'ai mis dans le roman justement pour que le lecteur puisse mettre un visage sur ce gamin. Avec un petit air de famille, hein. Je me rappelle avoir assisté à une représentation, c'était à la MJC de Saint-Chamond, où d'ailleurs ta famille participait à cette œuvre un peu commémorative. Et ton fils s'appelle Antonin, comme ton ancêtre. Oui. Et il y a un petit air de famille chez les Vacher. Je crois. Tant mieux. Ouais. Oui, pour revenir à ces 100 ans là, de commémoration, ce spectacle qui a été avec un club de lectrices de Saint-Chamond, il y avait une mise en scène. Et mes 2 fils ont participé, ils étaient sur scène. C'était un grand moment d'émotion. Oui, la semaine passée, j'ai encore regardé et j'ai versé encore mes larmes parce que c'était vraiment très prenant. Mais tu sais que j'y ai pensé, comme les commémorations du 11 novembre étaient finalement assez proches, je me suis dit quel beau moment, et je me suis posé la question. Est-ce que du coup, tu as écrit cette autobiographie ou cette biographie fictionnelle, enfin, je ne sais pas trop comment la qualifier. Est-ce que tu l'as écrit dans l'idée de la produire parce que ça allait être justement les 100 ans commémorant la Première Guerre mondiale, ou bien c'est un concours de circonstances qui font que c'était à peu près au moment où tout le monde faisait des hommages? Non, c'est vraiment un concours de circonstances. D'accord. Donc, on en reviendra tout à l'heure, parce que j'ai commencé par la poésie. Oui. Et je me suis toujours dit que je voulais écrire sur mon arrière-grand-père. La poésie et un roman, ce sont 2 approches différentes de l'écriture. Donc il y a quand même quelques années de travail, de recherche, d'écriture, de réflexion, des choses où on part, enfin, voilà. Et c'est vraiment le hasard des dates. En fait, ce roman est sorti en 2016.
Et donc 2 ans après, il y a eu les 100 ans, mais c'est vraiment le hasard. D'accord, Voilà. c'était vraiment un projet, un hommage avec lequel tu vivais. Peut-être justement parce que tu écrivais des poèmes depuis longtemps et que tu étais dans l'introspection et que ça prenait résonance aussi, non? L'histoire de la famille, le fait d'être né maintenant, et si ça avait été il y a 100 ans, 50 ans, c'est peut-être des questions qui te traversent, de savoir notre place à l'instant T. Bon, moi, je me dis toujours que qu'est-ce que je ferais si j'étais en 1916 dans une tranchée? Avec mon mental actuel, moderne, je pense qu'il y aurait la plupart des soldats ne resteraient pas dans les tranchées. Sauf que eux, ils n'avaient pas le choix. Enfin, il y a beaucoup de questions que je me pose où je n'ai pas de réponse, hein, mais ouais, c'est difficile de répondre à cette question quand même. Oui, mais le fait de se poser la question des fois est déjà un premier axe intéressant. Est-ce qu'un poète se questionne? Est-ce que la poésie, c'est aussi cette façon d'apprendre le monde, d'essayer de réfléchir à sa place au milieu de la nature, à sa place au milieu de ces révolutions humaines, de ces guerres? Se poser des questions, c'est un cheminement, c'est une base à partir de laquelle tu écris, ou c'est de toute façon un état permanent, tu te questionnes, tu t'émerveilles, tu es curieux par nature? C'est un mélange de tout en fait. Je crois que tu as tout dit, parce que c'est ça en fait, la poésie c'est vraiment la liberté. Quand on écrit un poème, au début je me disais, mais le lecteur, comment il va percevoir le poème? Est-ce qu'il va le trouver bien, pas bien? Est-ce que ça va lui parler ou pas du tout? Aujourd'hui, je ne me pose plus ce genre de questions. Maintenant, je suis beaucoup plus libre. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment de la liberté. On peut écrire sur tout, sur les émotions. Mais dans ce roman, j'ai voulu vraiment aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'ai pioché à l'intérieur de l'âme de l'homme. Et ça m'a pris beaucoup. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en cours d'écriture, je vivais dans la tranchée. Je voyais, je sentais, il y avait des émotions, je sentais des vibrations, des choses incroyables. Et ça, c'est parce que tu as la faculté d'écrire toujours à la première personne, comme si tu ressentais les choses et tu étais à la place du personnage. C'est ce que tu as commencé à faire avec Antonin. C'est vrai que c'est troublant parce que du coup c'est ton aïeul et en même temps on sent que ça aurait pu être toi à une autre époque. Ouais. Et tu continues à le faire dans le dernier roman que tu as fait paraître, du coup Drôle d'occupation, où tu racontes l'histoire en étant Marcel. Et cette fois-ci, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors est-ce que, peut-être que c'est un raccourci d'interpréter les choses comme ceci, mais est-ce que la poésie ne suffit plus? Tu parlais du coup d'une grande liberté, de vouloir du coup donner ton ressenti sur beaucoup de sujets, etc. Et par le biais du roman désormais, tu as envie de vivre ces époques. Tu as vécu la Première Guerre mondiale dans cette tranchée en pensant à ton aïeul. Est-ce que tu as eu envie par la suite de vivre la Seconde Guerre mondiale comme si elle t'impactait au moment finalement de l'occupation? Et pourquoi continuer dans cette dimension-là? Est-ce que le roman permet d'aller plus loin que le poème? Oui. Pourquoi? Parce que la poésie, donc, c'est très court. Il faut être efficace en peu de lignes, en fait. Le roman, c'est une histoire qui s'étale sur beaucoup plus de pages. Et je vais quand même expliquer pourquoi j'ai voulu écrire ce dernier roman, parce que... Bien sûr. Alors... Drôle d'occupation. Donc, il est paru en 2020. Oui, tout à fait. Drôle d'occupation, ça se passe dans un village français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je mets aucun nom de village, aucun nom de lieu-dit, des choses comme ça, pour que chaque lecteur ne puisse pas dire ça s'est passé à tel ou tel endroit. En fait, j'ai voulu généraliser en disant voilà, ça se passait comme ça en France, en zone d'occupation. Donc dedans, il y a une histoire d'amour. Avec Mathilde. Tout à fait, où je me suis senti vraiment à l'aise dans l'écriture et débrûlé. Il y a des passages un peu olé, mais c'est toujours avec une très belle sensibilité en fait.
aucune vulgarité, tout ça. Donc, ce roman m'a permis d'écrire là-dessus, sur ce sujet. Avec la pudeur qui te caractérise, et la pudeur à laquelle tu tenais déjà, hein, quand tu disais « je ne veux pas trahir, je ne veux pas salir ». Il n'y a rien de sale, de toute façon, il n'y a que des émotions. Oui, tout à fait. Mais... Même les méchants ne sont pas méchants. Moi, j'y arrive pas. Même les méchants, on dit finalement, ils sont dans ce camp, mais ça aurait pu être moi. Et en gros, ils n'ont pas choisi. Et à part ceux vraiment pour lesquels tu dis, en revenant toujours un peu à l'instinct de la nature, il y a des gens qui n'aiment pas la vie, ceux qui arrachent les pattes des insectes, etc., et qui du coup se trouvent embrigadés du côté de la milice et de la Gestapo, etc. Mais pour tous les autres, en fait, ce sont des absences de choix. C'est le parcours qui fait qu'on leur impose oui, tout à fait. des actes. Et de l'autre côté, peut-être qu'ils auraient vécu la chose en qualité de victime ou de bourreau, peu importe. Ouais, je ne suis pas là pour juger, en fait. Je pense qu'il y a d'autres romans qui sont écrits pour ça, pas moi. Je voulais aussi rendre hommage à un village martyr d'Oradour-sur-Glane. Oui, lui, il est nommé. Oui. En fait, les noms de famille qui apparaissent, c'est tous des noms de victimes d'Oradour-sur-Glane. D'accord. Voilà. C'était ma façon de rendre hommage à ces centaines de personnes qui ont été massacrées. Voilà. Et pour moi, oser emprunter ces noms de famille, j'avais toujours conscience que j'allais peut-être un peu loin, mais c'était ma façon de rendre hommage à ces gens. Oui, c'est la visée qui compte. Si c'est pour justement rendre hommage, témoigner, et non pas pour salir, personne ne peut te porter préjudice. Oui, tout à fait, mais après c'est vraiment du personnel. Voilà, c'est toujours dans le souci d'essayer de faire les choses au mieux, d'écrire le plus juste. Voilà, c'est juste ça. Et donc le plus juste, en fait, c'est dans le ton employé, beaucoup de modération. Le fait que tout le monde ne soit pas héros, par exemple, ne soit pas résistant, que ça ne soit pas si facile de trouver sa place. Donc si on en parle très brièvement, Marcel, c'est Gambel. C'est un héros qui est diminué à cause d'un accident, qui a une jambe de bois et qui se sent quand même un petit peu à l'écart de la société et qui se demande s'il a un rôle à jouer dans cette guerre, s'il pourrait être résistant. Il est tenté par l'action. Et puis c'est le fossoyeur, c'est celui qui est cantonnier, amoureux de la belle Mathilde. On a un peu une ambiance Brel ou une ambiance qui fait penser à Pagnol. C'est la fille du coup du bar, le café du commerce. Et on a cette belle histoire qui se tisse avec au final, en fond de trame, on va dire, cette idée-là de savoir s'il ira loin dans la protection des juifs qui peuvent essayer de lui demander l'hospitalité. Est-ce qu'il ira jusqu'à des actes de terrorisme avec les autres résistants parce qu'à l'époque on les traite de terroristes? Il a sa place à faire et puis il est quand même très mesuré finalement. Oui, alors Gambel, je vais expliquer pourquoi en fait. C'est un petit nom de chez nous, il parlait gaga. C'est quelqu'un qui est amputé de juste main normalement. Et quand j'étais enfant, on allait dans un petit village au fin fond du Pilat. Je ne me rappelle plus le nom, c'est une honte. Et on avait de la famille là-bas et des tantes à ma mère. Et on allait au bar du village où il y avait les jeux de boules justement. Et très jeune, je pense que je devais avoir 5-6 ans, j'avais vraiment l'impression que le temps s'était arrêté là-bas. Donc tout au long de l'écriture de ce roman, je me suis remémoré ce village qui s'appelle Saint-Sauveur-en-Rue. Ça y est, le nom t'est revenu. Oui. Mais on a l'impression, c'est ça, c'est atemporel. Bien sûr, il y a la connotation Seconde Guerre mondiale, donc on sait qu'on est dans les années 40, on parle de Pétain, etc. Mais en même temps, ça aurait pu être n'importe où. C'est pour ça que tu ne voulais pas le situer très précisément. Et puis, à n'importe quelle époque, au final. Parce que ce sont des sentiments un peu intemporels, tout ça. L'amour, ça existera toujours. Oui. L'amitié. Cette amitié entre Marcel, par exemple, et la petite qui lui rend visite, qui a un talent pour la peinture, oui, et à qui il achète du coup des feutres, etc., qui va devenir une artiste peut-être. On sent toujours l'artiste.
celui qui écrit, celui qui dessine, celui qui regarde, parce que l'artiste, des fois, ne fait que regarder le paysage et le regarder avec un regard d'artiste. Et ça donne des formules qui sont très poétiques. On a l'impression que tu as mis de la poésie dans du roman et que c'est plus facile, du coup, pour avoir les deux en même temps, parce que l'inverse était moins possible. Mettre de la narration dans la poésie, c'était plus compliqué. Là, dans tes romans, il y a énormément de poésie. Beaucoup de descriptions de paysages, il y en a un peu moins. de cycles de saison, la nature, les arbres, les plantes. Oui, on se refait pas. On ne se refait pas, hein, tu disais, on s'était déjà vu, que tu es un marcheur, que tu es un rêveur, que tu es un promeneur. Tu revendiques, tu l'es toujours. Ah bah oui, ça ne cessera jamais. Bah avec l'âge on verra, mais pour le moment ça va. Non, mais je vais revenir sur Cécile. Bien sûr. Donc il faut savoir qu'il y a un autre roman qui va sortir, le prochain, où c'est un roman parallèle à celui-là. D'accord. Et il y a Cécile dans ce nouveau roman. Justement, je me suis mis, cette fois pas à la place de Marcel, mais à la place de Cécile. Alors ce qui était très difficile, c'était de se mettre à la place d'une petite fille de 8 ans, avec ses émotions, avec ses mots et sa réflexion. Donc c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure que je vais être très profond et très loin, c'est ça en fait. Et là je suis allé encore un peu plus loin. C'est-à-dire changer de sexe et puis de me mettre à la place d'une petite fille. Ton coming out, c'est très à la mode en ce moment. Donc tu te mets à la place d'une fille, donc tu rêves comme si tu étais une petite fille, tu penses comme si tu étais une petite fille, tu n'es plus dans ta tranchée, là tu es dans des rêves. Non, disons que là c'est... d'un tout autre genre. Non, Yel, je te mélange Yel. Non, je vais te rassurer. Donc c'est une petite fille qui a subi l'exode, déjà en 1940. Et elle se trouve dans ce petit village où ils ont été balancés avec ses parents, ici, sans leur demander leur choix en fait. Et en fait, c'est à peu près la même histoire, mais avec la vision de Cécile. Comment ils ont été acceptés dans le village, tout ça. Et comment elle voyait Marcel. Enfin, je suis allé très très loin et je trouve ça vraiment formidable parce que j'ai l'impression de faire une boucle et je me dis peut-être qu'il y aura un troisième roman où je me mettrai peut-être à la place de Mathilde, peut-être. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même histoire, sauf que ça s'est passé au même endroit, avec les mêmes personnages, mais avec leurs différentes visions. Oui, c'est changer de regard, changer de point de vue. Voilà. C'est très intéressant. Là, pour le coup, tu nous mets l'eau à la bouche. On a envie de découvrir la version de Cécile et ce qu'elle a pu en connaître, de sa cohabitation avec Marcel. Donc, je l'annonce. Ça s'appelle Les Cheveux d'Ange. D'accord. Donc, dans celui-là, dans le bord d'occupation, Cécile appelle les pissenlits les cheveux d'ange. Oui. Et dans votre roman, j'explique pourquoi en fait elle appelle ça les cheveux d'ange. Oui, moi je croyais que c'était quand elle soufflait sur la plante pour que les cheveux volent, un peu comme la couverture des Larousse quand on voit le personnage. Voilà, tu as visé juste, c'est exactement ça. Qui donne le logo en fait du dictionnaire. Oui, tout à fait. D'accord, donc Cécile devient, ou tu deviens Cécile plutôt. Voilà. Non, ça va être pour 2022 ? Je pense. On verra si les salons sont ouverts, si on reprend un peu notre liberté, si on nous permet des choses. Oui, je pense que ce sera en 2022. D'accord. Parce que là, du coup, Drôle d'occupation, raconter cette histoire d'amour entre Marcel et Mathilde, donc je n'en dis pas trop, etc. Moi, ça m'a fait penser, sans spoiler, et tu me diras si j'en dis déjà trop, à une belle aventure comme celle de Quasimodo et d'Esmeralda. On a vraiment l'impression qu'il se sent quand même diminué par le fait d'avoir été amputé d'une jambe, qu'elle lui paraît intouchable quoi qu'elle fasse. Il est même son confident alors que du coup il assiste de manière assez impuissante à ses amours, etc. Et il y a ce sauvetage magnifique où on a l'impression effectivement qu'il l'a soustrait à la vindicte populaire. On a l'impression de Quasimodo quand il va chercher Esmeralda sur le bûcher et qui est prêt à se sacrifier et par amour justement ne pas s'imposer. Tu vois, j'avais jamais pensé à ce rapprochement. Moi j'ai pensé tout de suite à ça. Ouais, non, j'y ai jamais pensé. Je me suis dit, en fait, quelle grandeur d'esprit d'être capable de ne pas vouloir salir cet amour-là et le laisser intact et intouchable, même si au final il faut peut-être prendre des distances par rapport à ses désirs.
Tout à fait. Oui, je ne sais pas quoi d'autre répondre là-dessus, parce que c'est vrai que l'écriture, quand on écrit un roman, en fait, on a une vague idée de ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut raconter, que ce soit pour la poésie ou un roman. Moi, en ce qui me concerne, je me laisse entraîner, en fait. Un roman, j'écris pas le chapitre 1, 2, 3, 4, comme ça. C'est le personnage qui te porte. Voilà, complètement. Donc ça se trouve, l'avant-dernier chapitre, il va peut-être se retrouver en deuxième chapitre, en fait. Moi, c'est un pulse, en fait. Ça veut dire que tu remanies l'ordre après l'avoir élaboré? En fait, ça évolue, en fait, si je puis dire. Je me fais complètement entraîner des moments et je pars, pas dans des délires, mais dans une inertie qui me surprend. Et quand je reprends du recul et que je relis, je suis encore beaucoup plus surpris. Il suffit que je rajoute encore quelques mots, des expressions, tout ça, des choses comme des petits détails qui font vraiment la différence. Et ça me donne une autre... vraiment un monde qui me parle, quoi. Vraiment. Profondeur. Ouais, je me demandais si tu rajoutais les dialogues dans un deuxième temps, parce que justement, ça c'était la seule petite remarque, du coup, un peu, on va dire, pratique que je ferais, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des considérations de techniques d'écriture, etc. Mais ils sont en italique, tes dialogues, dans ce livre-là. Pourquoi l'italique? Parce que c'est vraiment pour essayer de faciliter la lecture au lecteur, justement. Pour vraiment marquer quand les personnages prennent position, en fait, par la parole, en fait. Mais je voulais pas écrire pareil, en fait. Je voulais vraiment différencier les deux choses, entre les écrits et la parole. C'est-à-dire que la narration, tu l'assumes toi, en tant qu'auteur, mais en tant que narrateur aussi, puisque c'est une narration à la première personne, et les propos des autres, tu les leur laisses, en fait, tu n'as pas envie de te les approprier? Non, c'est pas ça, c'est juste une question de faire la différence entre les deux, en fait. Voilà, c'est pas plus, pas moins, c'est juste ça. C'est comme si on les citait, en fait. On a l'impression, du coup, de leur laisser leur place, avec tout le respect que ça peut, du coup, recouvrir, de leur laisser leur pensée, disons leur place, leurs propos. Quand j'écris un roman, en fait, je sais pas en fait comment on écrit un roman. Un recueil de poésie. Tu y es arrivé quand même, hein. Ça fait déjà 2 romans et demi, donc le miracle se reconduit. Oui, mais... Tu écris depuis toujours? Depuis toujours, non, ça fait maintenant 15 ans que j'écris, oui. Et c'est une envie dévorante, forcément. Hein. On sait sur des petits calepins, etc. J'ai vu des photos où c'était encore à la main. Ouais, t'as vu ça? Oui. Il y a beaucoup d'illustrations dans les livres d'Olivier, hein. Je le rajoute pour les auditeurs, notamment des peintures, car tu peins. Et du coup, des photos, des peintures, des représentations de tes petits calepins sur lesquels tu notes tes idées, raturées, remaniées. Et ça, c'est très formateur aussi pour tous ceux qui se disent que le brouillon n'est pas qu'une étape qu'on pourrait négliger. On doit sans cesse, en fait, se corriger, évoluer, voir où cela nous mène. Comme tu le disais, tu te laisses porter par l'écriture. Oui. Et donc, tous ces petits calepins, etc., c'est quand même un bon entraînement pour écrire un roman. Au final, tu en es à 2,5, tu sais faire. 3,5. 3,5. Oui. Moi, je suis un amoureux du papier, hein, donc j'ai besoin d'avoir toujours sur moi quelques feuilles blanches pour noter l'idée qui s'en va trop vite et qu'on oublie. Donc, oui, il faut noter tout de suite l'idée, même pendant le temps de travail. Voilà. Oui, parce que dans le reste de ton activité, du coup, tu travailles en usine la journée et tu écris quand tu as terminé ta journée, c'est ça? En fait, j'écris tout le temps. Ou même à l'usine, il ne faut pas le dire. Voilà, c'est ça. Sur un petit calepin. Ouais, voilà. Pour être retravaillé après. Voilà. Donc la télé, je suis assez allergique, donc ça me permet de travailler le soir justement sur mes idées. De plus en plus, ça aboutit pas. Parce que quand on écrit, on fait des périodes. Hein. Mais c'est pas grave, parce que ça a eu au moins l'honneur d'exister. Voilà. Pourquoi
pourquoi tu dis de plus en plus c'est compliqué? C'est la période qui veut que tu sois moins inspiré, tu te réfugies dans la Seconde Guerre mondiale parce que tu n'as pas envie d'écrire sur notre époque? Ou bien tu vas y arriver et c'est prévu dans le futur d'être capable de faire un roman qui se passe maintenant? J'avais écrit un roman sur un burn-out en fait, donc un sujet très très moderne. Et ma correctrice m'a conseillé très fortement de ne pas le sortir. Alors au début je ne comprenais pas, parce que c'est quand même du travail. Et finalement elle avait raison. Parce que peut-être que pour l'instant je ne suis pas fait pour écrire sur le monde moderne. Quand j'écris sur le monde moderne, c'est sur la poésie, c'est sur un sujet bien spécifique en fait. Mais autrement sur un roman, sur le modernisme, alors j'y arriverai pas pour l'instant. Pour l'instant je laisse la main. Voilà. Ça ne te correspond pas, ou en fait ça serait pas assez imaginaire, ça relève trop finalement de la vie de tous les jours, le besoin de remplir le frigo, et donc ça n'a pas d'intérêt? Oui, c'est raconter sa vie au quotidien, donc moi je vois pas trop d'intérêt, quoi. Oui, parce que tu reviens sur la notion de raconter sa vie, donc c'est important pour toi qu'il y ait une part très intime, très autobiographique finalement, plutôt qu'une fiction, parce que tu aurais pu imaginer une fiction qui se passe à notre époque, mais qui ne te concerne pas. Toi, tu es toujours impliqué dans le roman comme étant le personnage, ou le narrateur, ou vivant les choses, quoi. Bah oui, pour être plus proche et plus en adéquation avec l'écriture. Et alors, du coup, parce que maintenant nous arrivons pratiquement au terme de notre émission, tu as quitté la poésie pour écrire ces romans, ou bien tu t'autorises encore à rédiger des poèmes et tu comptes continuer les deux en parallèle? Alors, j'écris encore un peu de la poésie, mais beaucoup moins. L'inspiration me vient beaucoup moins par rapport à la poésie. Après, ressortir un autre recueil de poésie, je pourrais le faire. Je pense d'ici 2 ans, je pourrais ressortir un autre recueil. Mais il faut être honnête, la poésie, c'est difficile à vendre, c'est difficile. C'est un budget quand on est en auto-édition. Donc si c'est juste pour me faire plaisir, je pense que je vais peut-être garder mes écrits pour moi, mais mes poèmes peut-être. Le roman, c'est quand même beaucoup plus porteur, ça parle plus aux gens. Il y a quelque chose aussi qui m'énerve beaucoup, c'est quand je ne vais pas citer des... On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Oui, des chaînes de télévision, des journaux télévisés qui nous disent des horreurs pendant 1 heure. Et puis à la fin, on a un petit reportage un peu mignon. Et puis on dit, on a besoin de poésie. Alors, est-ce que la définition de poésie, c'est de définir quelque chose de beau? Je crois pas. J'aimerais qu'ils arrêtent de prononcer ce mot poésie pour laisser passer un message menteur en disant que la vie est belle. Quand on dit des horreurs pendant 1 heure, qu'on montre des images que de la négativité, je pense que le mot poésie, faut pas l'employer, surtout quand on passe sur une grosse chaîne française. Donc le mot poésie à la télé m'agace. Voilà. Pour toi, la poésie, du coup, ce serait quoi? Pour rebondir sur une définition qui te serait plus personnelle, c'est une émotion, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. La poésie, ce serait la vérité, et du coup, ce serait vraiment galvauder le mot que de l'utiliser comme ça, à tout bout de champ, pour parler d'un imaginaire ou de quelque chose d'un peu positif ou d'édulcoré pour l'enfance. Aujourd'hui, les gens ils disent beaucoup, ils emploient beaucoup le mot poésie, mais quand ils passent devant ma table où je présente mes écrits, ils disent « Oh, c'est de la poésie ». Ah ouais, mais tout le monde prône la poésie, mais les gens sont allergiques en fait. Les gens sont allergiques à la poésie. Ouais. La vraie poésie, du coup. À ma poésie, enfin la poésie en général, je pense, oui. Par contre, ils emploient ce mot comme un synonyme de quelque chose de joli, voilà. Joli mais sans intérêt. D'accord. Voilà. Donc, ça serait un contresens, en fait. Ouais, complètement. Pour toi, la poésie est utile. Et justement, elle n'est pas dévalorisée, etc. Pour autant, en fait, les personnes ne se rendent pas compte de cette utilité, alors qu'elle est là pour leur faire ouvrir les yeux et profiter du présent. Tout à fait. Alors, quand je présente mes recueils de poésie, je dis toujours aux gens, je dis, mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas avec ce que j'écris. C'est même pas
vous faire méditer, c'est juste vous faire passer un bon moment. Et ma poésie est tellement variée, où chaque lecteur peut se faire surprendre. Et prend son temps. Et aujourd'hui, prendre son temps, je pense que c'est le luxe. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin. Nous avons pris notre temps, en tout cas, pour vous écouter. Je vous vois pour finir l'émission, mais on s'est tutoyé pendant toute la longueur de l'entretien. Simplement, du coup, pour dire que ce soit du roman, de la poésie, au final, il faut lire, il faut prendre le temps, il faut apprécier les belles choses et parfois se poser comme ça en réfléchissant à ses racines, en réfléchissant à ce qu'on aurait fait à une autre époque, dans un autre contexte. Et du coup, ce qu'on pourrait peut-être faire maintenant aussi. C'est des fois une question à se poser. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de notre vie pour justement demain se lever avec le sourire? Peut-être écrire de la poésie? Oui, et être beaucoup plus tolérant sur tous les points. Avec les gens, avec les émotions, les vraies émotions. Et arrêter de se mentir. Voilà. Eh bien, arrêtons de nous mentir. Eh bien, on vous remercie du coup, Olivier. Je voulais juste faire un petit coucou à Valérie, la bouquinerie de la Passerelle à Rive-de-Gier, qui propose mes écrits. Donc Valérie, merci beaucoup pour ton gros coup de pouce. Voilà. Donc j'invite les Ripagériens à se ruer à la Passerelle. Voilà. La bouquinerie de la Passerelle, du coup, pour voir Valérie qui justement encourage la poésie comme l'attrait du roman et qui a toujours le sourire. Et qui sait voir la vie du bon côté comme tu es en train de nous le recommander. Merci beaucoup, Olivier. Merci aux auditeurs. Et puis nous nous voyons dans 15 jours. Ce sera pour accueillir Gérard Coquet. Merci, à dans 15 jours.